grâce à mes collègues, enfin au moins une collègue qui avait déjà de l'expérience dans ce domaine, je me suis penché sur cette apparente technicité, qui n'est pas qu'apparente, qui est réelle, qui a des raisons économiques à l'origine. Si on a créé cette protection, puisque c'est quand même un droit dans l'ensemble, fait pour protéger le preneur, pas le bailleur. Bon, pour faire ça, c'est un peu plus compliqué, mais quand même c'est ça. Et pour lui assurer une certaine sécurité dans la durée, tant que les conditions économiques de l'exploitation de son commerce ne bougent pas. C'est pour cette raison qu'il y a le système du plafonnement des loyers, puisque le loyer commercial fait partie quand même d'une charge souvent les plus importantes dans la plupart des commerces, et pour permettre de la prévisibilité et de l'organisation dans la durée du fonctionnement d'un commerce, qui suppose aussi d'autres investissements par ailleurs, il faut donner une certaine sécurité dans un long terme, qui est 9 ans, puisque le bail commercial au moins de 9 ans, et garantir aussi en cas de persistance de volonté de rester dans ce commerce, une continuité. C'est pour cette raison qu'on a créé cette notion de facteurs locaux de commercialité, qui fait que si l'environnement du commerce n'a pas changé, si la capacité à avoir de la clientèle n'a pas changé, si la dynamique économique du quartier n'a pas changé, il y a d'autres facteurs aussi, mais je passe, le commerçant aura droit, si je peux dire, au maintien de son loyer sous réserve de quelques augmentations. Enfin, bon, je passe là aussi sur les détaillants, c'est une sécurité pour le preneur. Et ensuite, il y a d'autres complexités, mais il faut rappeler ce cadre-là, qui est un cadre de sécurité, quand même au début des années 50, où on était dans la sortie volonté de sortir de la crise économique après la dernière guerre. La technicité, il y en a peut-être qui est inutile. Il faut toujours chercher, il y en a sûrement qui parfois pourraient être éliminées. Beaucoup de choses qui sont présentées comme étant de la technicité et aussi de la protection. Il est bien rare qu'une protection n'apporte pas un surplus de technique. Comme le disait Paul Martens, mon ami Paul Martens que je citais tout à l'heure, seules les lois répressives de façon sévère sont simples. Et dès qu'on rentre dans la complexité, dans l'accompagnement de la nuance, on commence à devenir plus compliqué et plus technique. Donc si tout au long de ma carrière, je me suis toujours dit quel est l'enjeu en quelque sorte démocratique du dossier qui m'est présenté, où souvent on le détecte très rapidement, et il y a des moments comme ce contentieux-là où il faut aller plus loin. Il faut attendre parfois un petit peu d'expérience pour se rendre compte qu'il y a notamment il y a des enjeux sur la place de Paris. La place de Paris, selon le montant des loyers, elle est attractive ou pas pour les investisseurs. Bon, donc d'où certains enjeux sur le montant des loyers. Et par ailleurs, il y a une autre volonté que l'on peut, je pense, partager si on est un citoyen qui se veut éclairer, c'est qu'il faut garder les petits commerces aussi. Il ne faut pas que favoriser les grands investisseurs. Donc je me suis trouvé à Paris avec des loyers très élevés pour des entreprises du CAC 40, autres, et aussi le petit commerçant de quartier ou celui qui commençait juste à s'installer et qui voulait avoir la pérennisation de son bail commercial, puisque quand on achète un fonds de commerce, le bail est compris, on peut l'acheter en cours de bail,
Et il est bien certain que si on a quelques années sans avoir ensuite la certitude qu'il sera prolongé au même prix, bon, tout ça. Donc derrière ces enjeux techniques et grandement techniques, il y a des protections. Il y a des protections et des enjeux économiques. Et le fait de traiter ce contentieux avec des avocats, au moins les Parisiens, mais le contentieux que j'avais était essentiellement parisien, mais il y avait tous les autres, Bobigny, Auxerre aussi, de temps en temps j'avais un commerce à Auxerre ou autre, enfin Créteil, tout un corps d'appel de Paris, mais je ne sais pas, 80% peut-être de mon contentieux était purement parisien, avec ce qui n'est pas le cas de la plupart des tribunaux périphériques, des avocats super spécialisés. Certains plutôt du côté des bailleurs et certains plutôt du côté des preneurs. Bon. Donc on a affaire, dans l'ensemble, à une bonne qualité. Mais il y a des exceptions. Et ces exceptions m'ont fait aussi réfléchir par rapport à des positions qu'on peut avoir en disant qu'il faut se méfier de la spécialisation en outrance des juges parce que ça les enferme dans une tour d'ivoire aussi, et ils ne voient pas le reste du contentieux, ils ne voient pas qu'ils sont qu'un élément dans un contentieux général, une justice en général. Je persiste à penser que cette analyse d'éviter la spécialisation en outrance qui permet des filières de gens qui s'enferment dans un contentieux est vraie, mais il faut quand même à un moment donné, parfois sur ce type de contentieux comme celui-ci, avoir une capacité à ne faire que ça pour être au même niveau que les avocats. Surtout dans le cas, j'ai déjà évoqué, d'asymétrie des défenses. Parce qu'il m'est arrivé, même si j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'avocats spécialisés, parfois, notamment pour telle ou telle raison, les gens ne le savent pas, et un avocat n'a pas forcément refusé un dossier. Il y a une asymétrie dans la défense, parce que ce n'est pas que dans la superficie économique et sociale des parties, il y a aussi l'asymétrie dans la défense. C'est des choses que nous rencontrons. Ça existe. Donc, si on est complètement, pas suffisamment plutôt, spécialisé, on risque d'avoir une décision qui sera que le rapport de force entre le super spécialiste et le moins spécialiste, parce qu'on n'a pas les réflexes pour prendre de la hauteur, superviser ou autre. Donc c'est un élément important. Ensuite, j'ai continué mes pratiques de conciliation, même à ce niveau-là, et en sachant, et de transport sur les lieux aussi, transport sur les lieux. Le jour où j'ai décidé de me transporter sur les lieux à Melun, c'était à Melun, les avocats étaient assez sidérés, parce que je crois qu'ils n'avaient jamais vu la course se transporter, mais sans rentrer dans les détails de l'affaire, c'est une affaire qui avait fait l'objet d'un jugement. Donc, il ne satisfaisait pas une partie. Bon, il avait fait appel. Il y avait déjà eu 3 expertises dans ce dossier. Et on m'en demandait une 4e. Et j'ai dit non, pas question. Moi, je vais voir sur les lieux, je me suis rendu compte qu'il y avait une expertise qui était complètement à côté de la plaque et qui ne correspondait pas à la réalité des lieux. C'était complètement trompé. Et au bout de plusieurs mois, j'ai réussi à les concilier, finalement. Et dans un dossier que j'ai l'habitude de citer, parce que c'est quand même un dossier un peu emblématique, pour dire que je ne réservais pas mes conciliations aux plus humbles, et à ceux qui, j'allais dire, n'avaient pas le moyen de se payer un procès long. J'ai réussi à concilier la société LVMH avec son bailleur pour son siège social à Mulhouse-Montaigne. J'ai fait un transport sur les lieux. La recherche de la conciliation a duré à peu près 6 mois, très mauvais pour les statistiques. Mais il y avait 2 jugements frappés d'appel. Une autre affaire qui commençait à naître au niveau de la première instance. On a fait un paquet de tout ça.
Et là, la conciliation a pris une forme qui n'était pas celle que j'ai l'habitude de pratiquer, parce que là, chacun venait avec un stade d'avocat de 2 ou 3 et tout, bon, etc. Donc on faisait le point, qu'est-ce qu'on peut négocier, qu'est-ce qu'on ne peut pas négocier, enfin, et c'était ensuite les avocats qui voyaient comment ils pouvaient trouver une solution proposable à l'adversaire et réciproquement. Et moi je faisais l'arbitre, en sachant qu'ils avaient bien sûr cherché à se concilier avant de venir en justice. Ils n'y étaient pas arrivés. Quand il n'y a pas de tir arbitre, il y a un moment, parfois ça arrive, mais pas toujours. Et par ailleurs, c'était, ce qui paraît toujours curieux quand je l'explique, si je ne conciliais pas, je jugeais. Je leur avais dit, hein, quand j'ai proposé, cette affaire était assez compliquée, j'aurais dit, si je vous proposais médiation, conciliation, si vous voulez une conciliation et si c'est moi qui l'a fait, vous pourrez demander éventuellement en cas d'échec à ce que l'affaire soit rejugée, enfin, soit confiée à d'autres. Mais comme dans la plupart des affaires de ce genre-là, de ce type de profil, les gens vous disent « mais je vous ai déjà tout raconté mon histoire, je ne vais pas encore aller voir un jour rencontrer un autre juge ». Ils ont accepté et on a trouvé un accord. Bon. Et l'avantage aussi de la conciliation, quand c'est pas susceptible de recours, sauf à découvrir un vice, enfin, mais le rôle du juge, c'est de veiller à l'équilibre entre les parties. Bon, là, c'était pas trop le cas parce que l'équilibre était assuré. Et par ailleurs, vous constatez, juridiquement, quand la conciliation est acquise, c'est un dessaisissement du juge. Donc il n'y a pas de jugement, pas de publicité, enfin le jugement. Donc en annexe, le procès verbal disait qu'ils s'étaient mis d'accord, etc. Donc les nouvelles modalités des baux qu'ils ont pu concocter entre eux n'étaient pas publiques. Ce qui, bon, vraisemblablement, après, ils ont de toutes les façons fait publier parce que c'est nécessaire les baux, mais enfin, bon, il y a ça aussi. Et dans cette affaire, je vais vous lire, bon, c'est un petit peu gratifiant pour moi, mais je vais vous lire la lettre d'une personne qui avait été mise dans le coup et qui ne le supportait pas parce qu'elle n'était pour rien, puisque les locaux de LVMH étaient les anciens locaux d'Antenne 2, donc il y avait eu entre-temps une gestion par la Caisse des dépôts. Alors cette dame m'a écrit l'histoire qui me retenait encore de façon douloureuse à la société X depuis 5 ans s'est terminée par un protocole d'accord qui m'était remis ce jour-là par les avocats. Je sais que pour tous ce fut une expérience longue et lourde, les débats et les négociations. Chacun a fait de son mieux pour que le fil que vous aviez lancé pour reconstruire le passage du dialogue devienne un chemin praticable. Toutefois, sans vous, nous n'en serions pas là. Je tenais donc à vous remercier pour votre implication lumineuse. Le juge dit la justice. Je sais aujourd'hui, grâce à vous, qu'il dit aussi la raison, la mesure, la patience, l'écoute et la compréhension. C'est votre accueil et votre patience qui m'ont permis que nous trouvions un accord. Je considère qu'il est juste, répond à mes attentes. Je crois sincèrement que c'est votre énergie ferme et humaine qui nous a menés au but. Alors, je ne dis pas ça pour m'auto-gratuler, mais c'est tellement rare de recevoir un courrier comme ça. C'est rare et on s'en souvient. Oui, on s'en souvient. Bon, moi je suis persuadée que ce que j'ai fait d'autres pouvaient le faire, j'en suis intimement persuadée. Mais j'aurais fait peut-être de très beaux arrêts. Il faut comme je dis toujours, pour faire la conciliation, il faut de l'humour aussi, parce que de temps en temps c'est tendu à l'endroit, il faut de l'humanité, il faut de l'humilité. C'est vrai que vous devez abaisser votre niveau de
technicité de juge pour rentrer dans un nouveau humanisme judiciaire qui, bien sûr, ne fait pas l'économie de la technicité, parce que si je voyais qu'il s'acheminait vers des choses impossibles, le devoir du juge, c'est direct là, vous ne pouvez pas. Hein, et tout. Donc c'est vrai que même dans ces domaines-là, on peut mettre en place des pratiques alternatives. On voit bien qu'il y a des enjeux qui sont pas si techniques que ça, et le droit lui-même, s'il est technique, c'est parce qu'il voulait protéger une partie. Bien, Simone Galorio, je crois que comme un bon juge, vous avez l'art de la conclusion. Je vous remercie infiniment pour cet entretien que vous avez bien voulu m'accorder. C'était très riche et je crois qu'il y a beaucoup de choses à continuer à penser à partir de vos réflexions. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir sollicité. Voilà.